Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui, il me semble, n'a pas vraiment été traité sur la sphère internet, en tout cas sur YouTube. Il s'agit donc d'une question qui va être un petit peu épineuse, d'un sujet qui va être un peu épineux parce que ça nécessite, ça résulte souvent de réactions diverses et variées entre ceux qui vont défendre euh, le sujet en question et ceux qui vont pas le défendre. Donc en fait on va se poser la question de savoir si Disneyland Paris est un reflet de la bassesse de la culture. Alors du coup, je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Est-ce que Disneyland Paris a en fait un impact négatif sur la culture avec un grand C, la culture en général, et notamment la culture française, la culture de la région parisienne, de l'Île-de-France, et même de la France en général. Donc, pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Tout simplement parce que je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous le savez tout simplement, mais quand Disneyland Paris, enfin Euro Disney, était sur le point de s'implanter, bon, il y a eu pas mal de manifestations en France. Alors, manifestations d'une part, bien sûr, des cultivateurs parce qu'ils voulaient sauver leurs terres, ça peut se comprendre. Ils disaient non à Mickey, etc., etc. Bon, ça c'était plutôt pour leur intérêt financier, mais il y a eu aussi des manifestations d'ordre, on va dire, entre guillemets, pseudo-intellectuel, où il y avait justement des intellectuels de tous bords politiques, hein, mais aussi évidemment des anti-libéraux, des anti-américains qui manifestaient, qui avaient organisé des manifestations contre l'arrivée de Mickey sur le territoire français, puisque c'est à ce moment-là que ces gens qui étaient souvent des anti-américains en fait, hein, ou des gens vraiment des intellectuels plutôt fermés d'esprit par le fait, qui criaient au scandale avec l'arrivée de Mickey. On avait par exemple des gens qui disaient que ça allait abêtir les enfants, puisque certains avaient une image très négative des Américains, et par le fait qui dit américain dit gens complètement abrutis, en fait c'était ça. Et donc il y avait la crainte vraiment que Disney abêtisse les générations à suivre, euh, qu'ils leur permettent de ne plus réfléchir, enfin bref, qu'ils empêchent de réfléchir, etc. Ce qui est effectivement discutable, hein, sur le fait, mais en tout cas, il y avait vraiment eu ces choses-là qui avaient été évoquées. Qu'après la malbouffe, on aura en gros la malculture, entre guillemets, ça ne se dit pas, mais voilà, c'est pour illustrer un petit peu, voilà, parce que McDo, c'est pareil, McDo, l'arrivée de McDo, ça avait quand même fait quelques scandales. Donc c'était la même chose, dans la même veine. Et donc, quand la convention avait été signée, le jour de la signature de la convention, les personnages Disney qui étaient venus pour justement pour signer la convention, l'accord, etc. sur Euro Disney, vous aviez à ce moment-là plein de personnes qui étaient venues avec des œufs et qui les avaient lancés sur les personnages Disney. Donc ça montre quand même une certaine intelligence, je trouve, de la part de gens qui se disent, disons, intellectuels et bon, bref. Après, c'est un débat sans fin. Mais en tout cas, voilà comment a commencé finalement l'histoire d'Euro Disney sur des, euh, des manifestations et des espèces de violences qui ont été faites tout simplement parce que il y avait cette crainte que on détruise d'une part la culture française et notamment le prestige de Paris, etc. Et d'autre part qu'on abêtisse les enfants et qu'on les réduise à de simples Américains de bas niveau. Donc du coup, il est vrai que beaucoup ont été, je pense, de ce côté-là à un moment donné, et avec le temps, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que Disneyland fait partie intégrante, intégrante du patrimoine. Déjà, les films Disney sont inconsciemment dans nous, c'est-à-dire que même si on n'est pas fan de Disney, on a forcément des films Disney qu'on aime et on a forcément des souvenirs d'enfance avec Disney, etc. Ou on les redécouvre quand à son tour on est parent. Donc
Disney, c'est ancré plus ou moins inconsciemment dans la culture collective, disons, de manière générale. Et Disneyland, aujourd'hui, c'est vraiment un endroit qui ne... Bon, je pense qu'il y a encore des réfractaires, mais très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Disneyland est rentré dans les mœurs, est rentré dans inconsciemment dans notre patrimoine culturel, dans notre identité par rapport à la France. Jamais il viendrait à l'idée de ne pas penser du tout à Disneyland quand on évoque la France ou Paris. Parce que même s'il y a des milliards de choses à faire en termes de culture avec un grand C, on ne peut pas nier que Disney fait partie de notre culture aujourd'hui et que c'est inconsciemment ou consciemment, peu importe pour les gens, mais c'est en tout cas une marque identitaire de Paris très 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 clairement. Donc, comment Disney a géré ça justement? Comment Disney a montré que Disneyland c'était aussi un endroit de culture, de plaisir simple, mais aussi de culture. Eh bien déjà, euh, il y a eu, je trouve, un bel hommage à l'Europe et au folklore, aux croyances européennes à travers le parc, notamment j'en ai déjà parlé à Fantasyland, avec les architectures, les Imagineers se sont inspirés de beaucoup de monuments, de régions d'Europe pour créer Fantasyland. Ça a été pensé comme de véritables œuvres. On a d'ailleurs énormément d'artisans qui travaillent à Disneyland Paris, notamment sur le château de la Belle au Bois dormant pour les vitraux, mais aussi sur les tapisseries. Euh, Quand vous allez dans certaines boutiques, vous avez des souffleurs de verre. Donc on a mis aussi à l'honneur des métiers d'art. L'art, la géographie sont mis en avant à Disneyland Paris. Encore une fois, ça reste extrêmement bien fait et même si les gens ne vont pas forcément réaliser ça sur le coup, le sens du détail qu'on connaît si bien au parc Disneyland vient justement d'une certaine maturité et du fait que les choses ont été vraiment façonnées et faites avec passion et aussi en s'inspirant d'une culture riche. Donc c'est finalement cette culture-là qu'on a transposée à Disneyland Paris et notamment ce très bel hommage à l'Europe qu'on retrouve à Fantasyland où les zones sont faites vraiment avec une vraie finesse et un vrai sens du détail et ça c'est quelque chose de relativement remarquable. Bien sûr, on a un hommage aussi à l'histoire, l'histoire avec un grand H. Il suffit de traverser Main Street pour être en plein cœur de la révolution industrielle, d'avoir plein de détails qui montrent l'évolution justement de la société à l'époque. On passe du gaz à l'électricité, par exemple, on passe des chevaux à la voiture, et tout un tas de détails fourrés, cachés ici et là, qui vont façonner justement cette culture. Vous allez au barbier, vous allez à l'emporium, vous allez dans n'importe quelle boutique, vous avez des détails témoins de l'époque justement de cette révolution industrielle. Voilà, vous êtes à Frontierland. Frontierland est très romancé, bien sûr, très cinématographique, mais vous avez malgré tout des choses remarquables par rapport à l'histoire, notamment sur les civilisations et j'ai envie de dire euh, les légendes du Far West qui vont montrer justement toutes ces légendes historiques qui ont façonné tout un tas de mythes sur le Far West. Vous avez là aussi le bateau à aube, d'ailleurs qui circule encore aujourd'hui hein, en Nouvelle-Orléans, mais voilà. D'ailleurs, pour reprendre la géographie, le Grand Ouest est romancé, mais n'empêche, il reste assez réaliste dans la finition par rapport à l'inspiration, etc. Donc voilà, Adventureland, c'est pareil, on a des zones qui sont extrêmement, en termes de géographie, extrêmement proche de ce qui se fait dans les régions concernées, même si on reste sur une touche Disney, il n'en reste pas moins que c'est des paysans, parce qu'il y a un côté cliché, mais aussi un vrai côté réaliste, et c'est ça qui est important de comprendre. Donc
on a mis l'accent sur la géographie, on a mis l'accent sur l'histoire. Vous allez voir les arcades, vous avez évidemment les fameuses arcades avec d'abord l'histoire de la Statue de la Liberté, c'est quand même extrêmement instructif pour peu qu'on s'y intéresse. Et de l'autre côté, vous avez tout un tas d'inventions qui sont là aussi extrêmement instructifs, avec de véritables maquettes, des véritables brevets. Donc on est dans des petits espaces qui sont faits pour se cultiver en fait, voilà. Et ce sont ces endroits-là qui font aussi la force du parc Disneyland euh, par rapport à sa recherche de perfection et un côté justement éducatif très clairement. Bon, bien sûr, on a un hommage au cinéma qui est assez important, notamment avec le parc Walt Disney Studios, même si le parc change aujourd'hui de bord, on va dire, et va s'enfoncer dans autre chose, n'empêche que les références au cinéma sont là et ont été là de manière assez importante. Voilà, notamment le cinéma européen et le cinéma français, parce que Georges Méliès, on a des hommages à Georges Méliès et des hommages aux frères Lumière, toutes ces personnes-là qui ont contribué au cinéma et notamment au cinéma français, hein. Donc l'hommage au cinéma est extrêmement important, euh, même, même dans la conception du parc Disneyland, qui est conçu comme euh, une grande scène finalement. Voilà, donc il y a un hommage au cinéma qui est important dans notre parc. Euh, un hommage aussi à la littérature. N'oublions pas que euh, tout ce qui va concerner Discoveryland et notamment les attractions autour de Jules Verne, hein, proviennent de cet auteur. Hein, donc véritable hommage au visionnaire français qu'était Jules Verne et à ses romans. La littérature est retrouvée dans les contes à Fantasyland évidemment, hein. Le Pays des Contes de Fées va rendre d'ailleurs hommage aux contes Disney, mais pas que, même si voilà, parce qu'on pendant un moment on avait Réponse qui n'était pas Disney, puis la tour de réponse est devenue la tour de réponse Disney, mais à la base le Pays des Contes de Fées rend hommage à plusieurs contes européens Disney et non Disney. Euh, bon voilà, toutes les références aussi bien sûr aux Mille et une nuits, à Adventureland, ou à la cabane des Robinson, qui est inspirée à la base d'un roman. Donc la littérature est très présente à Disneyland Paris, notamment au parc Disneyland. Et, euh, et ça, c'est important de le mentionner aussi. Et enfin, je dirais qu'on a un hommage à la gastronomie internationale, en fait. On est loin d'avoir uniquement un fast-food avec burger frites. On a beaucoup de variétés et on a un bel hommage à la gastronomie française. Vous êtes dans des restaurants comme le Waltz, l'Invention, le California Grill, etc. Tous ces restaurants, même Bistrot chez Rémy, etc., tous ces restaurants sont là pour rendre hommage, encore une fois, à la France. D'ailleurs, la zone sur Ratatouille est un exemple même de petite zone culturelle, parce que même si c'est cliché et qu'on reste sur le côté Pixar parisien, il n'en est pas moins de constater que on a des références culturelles à des endroits qui existent dans Paris, la fontaine de la place des Vosges, des rues réelles, etc., etc. On a un hommage à des chefs cuisiniers, etc. Donc c'est véritablement un endroit plein de détails qui permet justement de prendre un petit peu, d'apprendre un petit peu sur la culture. Mais tout ça, ça reste au second plan, parce que il faut que le tout, enfin, c'est pas un musée quoi. Donc il faut qu'on reste dans du divertissement, bien sûr avec un grand D, mais la culture avec un grand C existe aussi du coup à Disneyland Paris. Il faut pas oublier non plus que Disneyland Paris a très souvent été dans des événements culturels, associatifs, sportifs, très souvent sportifs, euh, qui, euh, qui ont permis
de montrer le parc évidemment aux gens, mais surtout d'associer ça à Disney. Ça veut dire que le partenariat entre Disney et un événement sportif ou autre, c'est pas rien. C'est que c'est rentré dans la culture et que ça souligne l'importance de Disney aujourd'hui en Europe et à Paris. Et puis il faut pas oublier évidemment tous les emplois directs et indirects que cette entreprise crée. Ça, je pense que pour les gens sceptiques, c'est peut-être l'argument ultime, la création d'emplois importantes qui va d'ailleurs dans les années à venir continuer de grimper avec les extensions à venir. Donc pour moi, voilà, Disney est un vecteur économique important aujourd'hui. Il est présent dans la tête des gens, consciemment, inconsciemment, peu importe. On sait qu'il y a un Disney en France, on sait qu'il y a un Disney en Europe. Après, je pense que les gens très réfractaires resteront très réfractaires parce qu'on ne peut pas forcément faire changer d'avis les gens qui ont manifesté ou qui ont vraiment une haine contre les Américains. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les gens qui sont allés à Disney ne sont pas plus abétiques qu'autre chose. Ça ne joue absolument pas sur le développement intellectuel de qui que ce soit. Voilà, vous allez à Disney avec votre personnalité, avec votre intelligence, avec vos savoirs, en étant vous-même, vous en sortez pas en étant complètement abruti et n'ayant plus rien dans le cerveau. Enfin voilà, tout ça, ça ne tient absolument pas debout. Les anti-américains, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les marques américaines, les géants américains qui sont là, ouais, bah, comment qu'on côtoie, on les côtoie de manière récurrente, hein. Aujourd'hui, vous allez en ville, vous avez des Starbucks, vous avez des Burger King, vous avez des McDo. Je pense que tous ces gens-là anti-américains ont compris que c'était pas trop la peine de manifester, hein. Voilà, ils ont fermé leur clapet. Ce sont voilà, on n'est pas plus bête qu'autre chose. Enfin, tout ça, c'est vraiment du cliché et ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Et puis les gens aujourd'hui emmènent leurs enfants à Disney ou vont eux-mêmes à Disney, hein. Enfin, voilà, énormément de gens sont au moins allés à Disney une fois dans leur vie ou ont pour projet d'aller à Disney. C'est vrai que tout ce charivari autour de Disney, d'Euro Disney et de son implantation et de son entre guillemets de son malaise par rapport à la culture. Ça n'avait pas été le cas pour Futuroscope parce que Futuroscope c'était purement français et c'était clairement culturel à la base. Et le parc Astérix, bien que du coup un peu moins culturel et un peu plus toonesque, c'était Astérix. Donc on avait là une vision de la Gaule, une vision en fait d'un patrimoine français, on va dire quelque part, d'un héritage français. Et je pense que ce qui a beaucoup gêné les gens à l'époque, c'est pas tant Disney, c'est le côté américain, l'Amérique qui arrive à Paris. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup dérangé. Même le président Mitterrand avait dit à l'époque que Disney n'était pas sa tasse de thé en faisant un petit jeu de mots. Et bon, voilà, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ce temps-là est complètement révolu. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui se rendent à Disney, qui dorment maintenant dans les hôtels, etc. Je pense que voilà, tout ça c'est derrière nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un sujet qui est pas facile, qui est un peu épineux, et on peut vite se prendre des remarques négatives quand on défend les gens qui étaient anti-Disney. Mais voilà, c'était une époque et je pense qu'aujourd'hui on peut être serein par rapport à ça. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Salut.